Alors, j'ai changé un petit peu le titre qui portait sur la peur et l'instruction. On va le retrouver plus tard pour prendre un titre un peu plus général, le savoir des catastrophes. Car en effet, à l'occasion de ce travail sur la base, l'un des éléments qui m'a frappé, c'était que on constate dans les textes que nous avons répertoriés une sorte d'omniprésence des catastrophes. En 290 romans déjà mis en fiche, on trouve au moins 21 apocalypses, 7 tremblements de terre, 13 invasions, 9 incendies, 10 explosions, à mon avis il y en a beaucoup plus, mais elles n'apparaissent pas forcément dans les résumés qui m'ont servi de point de repère, 24 accidents, 28 naufrages, 3 cas d'anthropophagie, 6 épidémies et 11 chutes de comètes ou de divers astéroïdes, pour en rester à quelques exemples. Donc les morts sont légion, y compris dans des ouvrages explicitement destinés aux enfants, comme je vous en montre rapidement 2 exemples dont l'un a été montré tout à l'heure, une collision avec une comète. Donc là on a un personnage qui représente la comète, qui donne un aspect peut-être plus distancié au dessin, mais c'est quand même un choc frontal d'une comète avec la Terre. Et ici une version un peu plus gore, avec des personnages qui sont déchiquetés par des lézards sélénites carnivores. Donc les personnages sont souvent confrontés à des événements violents, à des aventures dangereuses, à des adversaires malveillants. Ils sont en proie à l'angoisse et à la peur, entraînant volontiers le lecteur dans leurs inquiétudes. Il est dès lors tentant de se demander comment cette prégnance de la peur s'articule avec la veine scientifique qu'exploitent ces récits, qu'ils s'inscrivent explicitement dans une perspective didactique ou qu'ils puissent simplement leur imaginaire à cette source scientifique. Alors le titre que j'ai choisi fait bien sûr allusion à la triade aristotélicienne, docere, movere, placere, et la postérité de ce trinôme s'est étendue à d'autres champs de la littérature après la tragédie que visait Aristote, au prix souvent de sa réduction à un binôme, placere et docere. Donc c'est sous cette formule figée que cette formule contribue à caractériser différentes formes littéraires comme les apologues, la littérature morale ou philosophique. Et hors de la fiction, il est aussi associé à des écrits focalisés sur la transmission des connaissances, comme par exemple le dictionnaire philosophique de Voltaire, qui se propose de nous offrir de quoi s'instruire en s'amusant. Dans le champ littéraire qui nous intéresse, celui du roman d'anticipation, c'est notamment dans l'aventure éditoriale qui associe Jules Verne et Jules Hetzel que cette formule vient s'ancrer durablement. L'intitulé même de la revue lancée par Hetzel en 1864 en témoigne, magasin d'éducation et de récréation. On connaît le texte fameux qui ouvre cette publication, s'adressant à ses lecteurs. Hetzel précise « Édition, récréation, sont à nos yeux 2 termes qui se rejoignent. L'instructif doit se présenter sous une forme qui provoque l'intérêt. Sans cela, il rebute et dégoûte de l'instruction. L'amusant doit cacher une réalité morale, c'est-à-dire utile. Sans cela, il passe au futile et vide les têtes au lieu de les remplir. » Donc il y a oui, c'est ça, c'est éducation et non pas édition. Lesté du poids de l'héritage vernien, cette expression forme ainsi une balise par rapport à laquelle différentes positions peuvent se définir. Celle que j'ai choisi d'explorer aujourd'hui suppose, si ce n'est un retournement, du moins un déplacement, puisque substituer enguerrer à placere, c'est prendre à revers le principe de la merveille scientifique et faire de l'angoisse, de la peur, du caractère oppressant de la tension dramatique, les nouveaux acolytes du savoir, ce qui n'est pas sans remodeler globalement la question. Alors certes, du plaisir à la peur, il ne s'agit pas d'une opposition radicale, il y a un plaisir certain à se faire peur, mais le désir de lire, donc le désir de lire initialement visé par le placere n'est donc pas remis en cause, mais on conçoit bien que dans ces conditions, même si l'équilibre est maintenu, sans doute le centre de gravité est-il déplacé. 2 questions se posent avec acuité. Qu'en est-il tout d'abord de la hiérarchisation traditionnelle qui fait du placere le serviteur du docere, généralement présenté comme le véritable objectif? Ici, l'engagement émotionnel intense que suppose la peur, réactualisant au passage le movere qu'on avait perdu en route, ne fait-il pas de l'ombre au savoir qui caractérise pourtant le roman scientifique? D'autre part,
Si l'on considère que la science moderne s'est édifiée notamment sur la remise en cause des superstitions terrifiantes et des peurs irrationnelles, il peut sembler délicat de les convoquer autrement que pour les nier. Or, les récits qui choisissent le ressort de l'angoisse n'hésitent pas à mettre en scène ces mêmes peurs, à les faire éprouver à leurs lecteurs, y compris lorsque leur objectif affiché est d'instruire. Ils vont même souvent plus loin, s'appuyant sur des inquiétudes nées des progrès scientifiques eux-mêmes, et le pire est que les vulgarisateurs scientifiques leur emboîtent parfois le pas. Alors pour amorcer l'étude de ces questions dans le temps qui m'est imparti, je voudrais vous proposer de suivre à une vitesse cosmographique 3 comètes qui traversent notre corpus et qui dessinent non pas une évolution mais une première cartographie sommaire des positionnements possibles. Avec Jules Verne tout d'abord, on se demandera comment inquiéter son lecteur pour mieux l'éduquer. Avec Camille Flammarion ensuite, on verra comment se met en place la médiatisation de la peur et du savoir. Et enfin, avec Michel Epuy, moins connu que les précédents, on verra comment la pseudoscience est mise au service d'un récit de la peur. Alors, inquiéter son lecteur, faire peur à son lecteur pour mieux l'éduquer. Ma première comète passe donc dans le ciel vernien en 1877. Il s'agit d'un bolide qui, précipité sur la Terre, on attire dans l'espace un morceau, paysage et habitants compris, et les habitants, du coup, le baptisent rapidement Gallia. Les aventures d'Hector Servadac, puisque c'est de lui qu'il s'agit, commencent véritablement au chapitre 4, lorsque, dans une rupture de ton complète avec ce qui précède, Jules Verne brosse en 7 paragraphes, rythmés par des pourquoi, que vous voyez ici en rouge, le cataclysme impressionnant qui ravage cette région du globe. En noir, on voit apparaître tous les détails de cette catastrophe, raz-de-marée, secousses telluriques, mugissements cycloniques, frôlement d'un astre menaçant, et pour finir, cette dernière touche que vous voyez en vert, qui eût pu le dire, restait-il même un seul des habitants sur le globe terrestre pour répondre à ces questions? Alors même si les personnages s'en sortent finalement avec plus de peur que de mal, cette fausse fin du monde laisse planer son ombre sur le texte. L'événement provoque une sorte de trou d'air dans la fiction, il en déstabilise l'équilibre à peine esquissé, il en bouleverse les données de départ. Dès lors, le lecteur ne saurait s'intéresser davantage aux amours du héros, sa curiosité est nécessairement réorientée vers l'exploration des conséquences de ce phénomène initial. C'est ce que suggère d'ailleurs le titre du chapitre en question, qui permet au lecteur de multiplier à l'infini les points d'exclamation, ça c'est pour la peur, et les points d'interrogation, ça c'est pour le désir de savoir. La catastrophe donc fonctionne comme un aiguillage qui met la fiction sur les rails du savoir, chaque danger devenant ensuite l'occasion pour le narrateur ou les personnages qui intègrent un savant, Palmyrin Rosette, de faire une mise au point didactique. Par exemple, on va décrire Vénus parce qu'à un moment donné, on va l'éviter, mais de très très peu. Alors, je résume un petit développement que je voulais faire au départ en précisant que cette pratique, qui est une des bases de l'écriture vernienne, connaît beaucoup de nuances dans son application. La peur peut être assumée pleinement ou elle peut être filtrée, comme dans le cas d'Hector Servadac, par un personnage distancié. Elle peut constituer un point de départ. On a reparlé hier du début de 20 milieux sous les mers, mais elle peut aussi constituer une relance ponctuelle ou imprégner l'ensemble du récit. Et je voulais à ce propos évoquer, mais très brièvement, le cas limite du Chancellor, sur lequel je pourrais revenir si vous le voulez, où le débat qui oppose Verne et Hetzel se focalise sur cette question: est-ce qu'il faut dire le savoir ou est-ce qu'il faut plutôt en faire vivre l'expérience au détriment donc du principe de la fiche? Je passe à la deuxième comète. Ma deuxième comète passe, en vrai cette fois-ci, le 18 mai 1910 dans le ciel de Paris. Il s'agit de la comète de Halley, dont l'arrivée prochaine a généré un vent de panique. Camille Flammarion fait à cette époque partie de ceux qui essaient de rassurer l'opinion, précisant dès le mois de février, c'est ce qui est entouré dans le texte derrière moi, il me paraît indispensable de commencer cet article par la déclaration suivante: la fin du monde n'arrivera pas le 19 mai prochain.
Alors c'est le rôle du savant de calmer les peurs inutiles par l'énoncé d'un savoir fiable et rationnel, et la popularisation de la discipline astronomique à laquelle Flammarion participe activement, je pense au succès de son Astronomie populaire paru en 1880, vise à faire jouer le savoir contre la peur. Pourtant, Flammarion n'est pas étranger au feu qu'il essaie d'éteindre. Et même s'il prétend, dans le même article, vouloir prémunir les journalistes français et étrangers qui lui feront l'honneur de reproduire et de commenter les lignes suivantes contre une tentation à laquelle ils ont déjà succombé, celle de l'accuser d'annoncer la fin du monde pour le 19 mai prochain, malgré tout cela, il a lui-même prêté le flanc à cette caricature en Cassandre. C'est d'abord une question de proportion. En effet, dès l'annonce qu'il fait le 31 décembre 1909 du phénomène, les quelques termes prudents qu'il choisit pour minimiser les effets de cette rencontre avec la comète, en vers, l'empoisonnement de l'humanité par des gaz délétères n'est pas probable, ces éléments paraissent en nette infériorité quantitative et qualitative face aux images saisissantes dont il part ses hypothèses les plus pessimistes, en rouge. Et on voit apparaître des idées d'explosion, de l'humanité qui périt, etc., etc. Le orange mentionne en fait uniquement les éléments qui sont sujets encore à un peu de doute. Le savoir développé, le calcul astronomique, la chimie des gaz, la physiologie humaine, ce savoir est générateur de peur et de panique qui débouche directement sur des promesses de mort, sur une menace infligée à l'humanité. Alors cette propension à dresser un tableau cataclysmique de la rencontre avec la comète rappelle un article publié en 1905 dans la revue Je sais tout, qui s'intitule « La fin du monde », une allusion à même titre que le roman qu'il avait publié en 1893. Alors dans ce texte, Flammarion n'hésite pas à étudier de manière très effrayante et détaillée tous les aspects d'une collision avec une comète ou d'une atteinte par ces gaz potentiellement dangereux. Je lis le texte. Supposons qu'une comète de même dimension que celle de 1811 arrive précisément pour nous. Vous voyez qu'il emploie juste après le terme de boulet, donc le thème est donné d'emblée. Et je continue. La traversée de la tête cométaire d'1 800 000 km de diamètre durerait environ 25 000 secondes, soit 417 minutes, soit 6 heures et 57 minutes. L'incendie se déclarerait très vite, notre atmosphère prendrait feu comme un bol de punch. Ce ne sont pas des centaines, mais des milliers de degrés qui seraient produits, l'oxygène de l'air aurait beau jeu pour alimenter les flammes, et l'hydrogène des mers serait rapidement dégagé. Comment ne pas songer ici aux fureurs explosives des mélanges détonnants? Alors on voit bien dans ce petit extrait, ça continue comme ça sur plusieurs pages, comment l'aspect hypothétique de la proposition est vite balayé par l'avalanche de chiffres dont la précision crée un effet de vérité susceptible d'englober l'ensemble de la description. Par ailleurs, les termes employés, incendie, mélange détonnant, les formules hyperboliques, ainsi que l'image saisissante dans sa brutale familiarité, notre atmosphère prendrait feu comme un bol de punch, tout cela témoigne d'une volonté de donner le frisson au lecteur. Alors, on peut se demander pourquoi ce tropisme de la catastrophe chez un homme de science si soucieux de valoriser l'astronomie auprès du grand public et de lui en inculquer les principaux savoirs. Alors, 3 pistes me semblent se dessiner qui permettent de donner corps à ce double projet, enguerré et d'Ocqueret. Il s'agit tout d'abord de créer une figure médiatique de l'astronome. Non seulement Flammarion prend la parole dans le cadre scientifique qui lui est propre, mais il intervient dans le débat public, ses propos sont repris, ses propos sont déformés, il réplique dans d'autres articles, il fait des conférences. Il se pose donc de plus en plus comme un recours et comme un intercesseur. Il évoque notamment, quelques jours avant la rencontre cométaire, le 12 mai 1910, les nombreux courriers qu'il reçoit. Ma table de travail est en ce moment pleine de ces lettres ou télégrammes. Mais aux lettres des pharmaciens et des correspondants de la Société d'astronomie qu'il évoque, il préfère celle d'une jeune fille dont il lit cet extrait pathétique. Parmi les innombrables lettres reçues, en voici encore une assez touchante. Une explication sur la rencontre de la comète, je vous en supplie à genoux. N'ayant que 16 ans, je trouve que mourir le 18 mai, c'est trop tôt. Je n'ai pas fait mon temps, je ne connais rien de la vie.
ayez pitié d'une fillette qui ne peut surmonter sa peur. La peur des uns conditionne ainsi la reconnaissance du savoir des autres, dans une relation dissymétrique qui travaille l'image du scientifique, mi-Cassandre, mi-sauveur, et qui le met donc en gloire. Dans La fin du monde, le roman, cette fois, Flammarion emploie ainsi à 2 reprises le terme d'oracle pour désigner les astronomes. Et le motif de la séance à l'Académie, dont on a vu déjà qu'il constitue un topos souvent satirique des récits d'anticipation, est reconfiguré au prisme de la peur. Donc un cas intéressant est proposé par La fin du monde d'Edmond Haraucourt, où l'on voit le public glisser d'une indifférence affichée à une curiosité inquiète dès lors que l'astronome annonce que la Lune va tomber sur la Terre. À ce moment, on nous dit que l'astronome devient populaire, c'est dans le texte, et il va bientôt être honoré et décoré pour cette découverte. Et les illustrations d'Alex Séon pour ce texte suggèrent bien que la peur devient le socle de son autorité. Vous voyez la tête de mort juste sous la tribune, et puis dans la page de droite, la Lune avec le profil du squelette, et de l'autre côté, la médaille avec le profil de l'astronome. Donc la peur devient le socle de l'autorité et la condition de la postérité du savant. Alors, deuxième piste, il va falloir que je revienne en arrière. Deuxième piste, Flammarion témoigne dans ses différents textes d'un art consommé, du spectaculaire et de l'accroche. L'incipit de l'article de 1905, dont je sais tout, est un bon exemple de cette efficacité rédactionnelle. Il y a quelques années, le 23 février 1901, nous avons été témoins d'un cataclysme effroyable arrivé dans le ciel. Alors il s'agit en fait de la mort d'une étoile, à peine observable pour les initiés. Il s'ensuit un cruel déficit de médiatisation, d'où la suite du texte. Quand je dis nous avons été témoins, je veux dire les astronomes, car ce cataclysme a fait moins de bruit en France que n'en ont fait les fiches du Grand Orient et la mort tragique de M. Sivéton. Le problème, c'est donc que la science ne fait pas la une des journaux. Et c'est pour donner plus de visibilité à ce type d'événement que Flammarion le transpose sur la Terre. Le récit dramatique, les illustrations terrifiantes et leurs légendes effrayantes prennent la place de l'image scientifique absente. Exemple des gravures qui accompagnent ce texte. Donc là, vous avez, je lis la légende, la destruction de la Terre par la rencontre d'une comète est toujours possible. Peut-on imaginer même semblable cataclysme? Toute l'atmosphère prendrait feu et la mer déborderait en une gigantesque vague. Alors les éléments caractérisant cette énonciation éditoriale, pour reprendre le terme d'Emmanuel Souchier, sont assez différentes de ceux observés dans les bulletins de la Société d'astronomie de France, où on va avoir donc plus davantage d'abord dans le texte, même quand il évoque des hypothèses effrayantes, des choses qui sont cadrées par des précautions, gageant d'une certaine prudence scientifique. Les illustrations se limitent à des schémas et les légendes sont beaucoup plus neutres. Orbite de la comète de Halley. Pourtant, l'idée est la même. L'orbite passe sur la Terre et promet donc des problèmes lors de cette rencontre. Mais on reste dans quelque chose de beaucoup plus factuel. Donc faire circuler le savoir dans la sphère médiatique suppose de l'adapter à ses codes par une communication nuancée. Et Camille Flammarion semble ainsi chercher sa place entre l'esthétique du sensationnalisme et celle du sublime. Et le choix de la catastrophe a ce double avantage d'attirer comme du fait divers et d'effrayer comme un châtiment divin. Donc cette spectacularisation a un rôle essentiel à jouer dans la diffusion de la science, dans sa popularisation, pour reprendre ces termes. Et c'est en effet de cela qu'il se réjouit en 1910, en abordant donc ces thématiques, puisqu'il aborde, dit-il, la question qui intéresse le plus et qui vraiment paraît passionnée en ce moment une partie notable de l'humanité entière. Troisième piste, toujours à propos de Flammarion, se passionner pour l'astronomie, c'est aussi se situer dans le registre de l'émotion. Et cette dimension sensible va permettre de rendre beaucoup plus concrète une science qui est faite essentiellement de calculs et qui souffre d'apparaître comme abstraite et lointaine. L'astronomie nous concerne directement et la menace que fait peser sur nous la comète, la peur qu'elle suscite, donne une réalité intime à ces spéculations. Nous prenons conscience au sens littéral de son impact. Et cette projection, cette appropriation, cette émotion qui en découle peuvent nourrir l'appétence du lecteur pour le savoir.
quoi de plus contagieux que la peur? Comme le souligne Flammarion, entre deux descriptions apocalyptiques, on s'émeut, on s'inquiète, on s'informe. Dans ses écrits scientifiques et romanesques, Flammarion semble donc négocier sans cesse un équilibre délicat entre la peur et le savoir, cherchant par ses oscillations à mettre en branle le mouvement perpétuel de la connaissance. Troisième partie. Je vais être plus rapide donc avec la troisième comète qui, en 1918, s'avance vers le système solaire avec une vitesse prodigieuse, nous dit Michel Épuis. Donc Michel Épuis, c'est le pseudonyme de Louis Vory, écrivain suisse. Dès le début du récit, le professeur Lador annonce qu'une comète doit passer encore plus près de la Terre que la comète de Halley en 1910. Donc on est prévenu. Le cadre est posé et tout le début de cette narration, mais ce n'est pas dans ceux de Camille Flammarion. En multipliant les clins d'œil, nous découvrons un personnage de savant, le professeur Artémion, qui est posté sur la tour Eiffel, comme cela s'est fait en 1910. Ce professeur se veut rassurant, indiquant que toutes les menaces de catastrophe, toutes les prévisions pessimistes sont plus ou moins fantaisistes, mais à la question de la présence éventuelle de gaz toxiques, ce qui est quand même inquiétant, il répond « évidemment, tout est possible ». Donc on retrouve la position ambiguë de Flammarion. Mais très vite, le récit bifurque et quitte le terrain de la spéculation scientifique pour s'inscrire dans une logique d'exploration. En effet, la comète repart, laissant derrière elle un nouvel astre, Antea, à seulement 381 km de la Terre. C'était, nous dit-on, l'astre inconnu, le monde nouveau, que la comète de Lador avait été cueillir dans les régions inexplorées de l'espace et avait abandonné là, tout près de notre vieille Terre. Donc un espace très tentateur dans l'idée d'une nouvelle exploration. Donc cette réorientation est thématisée par la remarque qu'un astronome adresse au narrateur, c'est la deuxième citation, « Les chiffres ne vous amusent pas, vous n'êtes pas un astronome mathématicien, vous êtes un astronome sentimental ». Alors cette distinction entre astronome mathématicien et astronome sentimental rappelle l'opposition entre astronomie mathématique et astronomie physique proposée par Camille Flammarion dans son roman Utopie. Mais elle la décale doublement de l'observation vers l'émotion et de la spéculation métaphysique vers l'aventure. Mettant en œuvre ce programme, le héros, au péril de sa vie, va finir par atteindre Antea dans un ballon. Il y découvre une dangereuse population de plantes monstrueuses qu'il pourra observer au prix, dit-il, de terribles émotions. Mais en revanche, il n'en ramènera aucun enseignement précis. Donc on renoue ici avec une science aventureuse qui sert de cadre, de tremplin à l'imaginaire, plus que comme une science qui serait un objectif du récit. Alors cette inversion des priorités, elle est thématisée de manière amusante dans le feuilleton de Jean Delahire qui s'intitule « Le mystère des 15 », publié dans Le Matin au printemps 1911. Dès la première livraison, l'héroïne, Xavière de Cisra, est kidnappée par Koinos. Il lui explique qu'il l'emmène sur Mars. C'était à devenir folle, nous dit-on, à mourir de désespoir et d'horreur. Mais aussitôt, Xavière se reprend et, haussant les épaules, elle s'appuie sur son bagage scientifique. « Mais c'est fou, s'écrie Xavière, je suis le jouet d'une comédie, j'ai lu Flammarion, comme tout le monde, et je ne sais combien de millions de lieues séparent la Terre de... » Koinos sourit et l'interrompt, et réplique « Exactement 14 millions de lieues, mademoiselle. Le radioplane sur lequel nous sommes est propulsé par une propagation ininterrompue d'ondes hertziennes à la vitesse de 300 000 km à l'heure. La durée du voyage entre Terre et Mars est donc à quelques minutes près de 7 heures et 7 minutes. La dimension métatextuelle de ce passage souligne tout d'abord que la science relève désormais d'un savoir largement partagé, mais si dans un premier temps il est brandi par l'héroïne comme une preuve de l'invraisemblance du récit, la substitution opérée par Koinos, qui oppose sa propre parole à la parole du savant, montre que la fiction est bien décidée à reprendre ses droits. Le feu vert sera d'ailleurs donné d'une certaine manière par Camille Flammarion lui-même, dans la préface aux aventures extraordinaires d'un savant russe, qui acte ainsi les choses. Désormais, la science, plus avancée, peut servir
servir de base solide pour de telles compositions, et en encadrant sous une affabulation ingénieuse les faits révélés par les merveilleuses découvertes télescopiques de notre temps, vous offrirez aux intelligences de tout âge les lectures incomparablement plus attachantes, plus instructives, plus séduisantes même. Donc le récit qui se retrouve rattrapé toujours par le duo qu'on évoquait au début. Le recadrage qui est opéré dans le Mystère des 15, qui établit d'emblée un pacte de lecture, montre bien une possible autonomisation du récit d'anticipation par rapport au savoir constitué. La science ne constitue pas là un objectif, mais elle innerve un imaginaire. Et d'ailleurs, Flammarion va s'y trouver lui-même très vite embarqué, puisqu'il va devenir l'un des personnages du récit. Pour conclure, je remarque donc que ce couple, Enguerrand et Docquerel, pardon, c'est moi qui me mélange les pinceaux, ne forme pas une entité stable, mais procure en revanche une tension dynamique qui peut être au service de projets différents. Donc j'ai essayé de donner donc 3 exemples. La peur, en tant qu'elle permet de constituer une porte d'entrée vers le savoir, dans une logique donc de complémentarité. La peur qui sert à polariser efficacement un savoir que son objectivité abstraite condamnée à l'invisibilité médiatique. Et enfin, une peur qui participe à la remise en cause des savoirs acquis pour mieux nous projeter dans un imaginaire scientifique palpitant. Alors en guise d'épilogue, un dernier mot sur la comète de Halley, puisque finalement les calculs étaient faux. Et la queue de la comète est passée bien au large de la Terre. Et le lendemain, la presse s'est bien moquée des savants. J'en ai choisi un exemple dans le journal La Patrie, paru à Montréal le 19 mai 1910, le lendemain donc de la fin du monde, dont je vous laisse apprécier quelques extraits. Je vous remercie.